La parole est maintenant à Hélène Dubas pour qu'elle nous présente son travail avant que Perrine ne lui remette son prix. Bien, merci Stéphane Nozaroso. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens d'abord à adresser mes sincères remerciements aux membres du jury du prix Éthique et Recherche Pierre Simon. Mes remerciements s'adressent une nouvelle fois à Stéphane Nozaroso, mais aussi à Perrine Simon-Naoum. Et je souhaiterais aussi ce soir remercier quelqu'un dont les engagements n'ont pas permis d'être parmi nous. Il s'agit de José Kagabo. Depuis le début de mes recherches sur le génocide des Tutsis au Rwanda, il m'a encouragée et soutenue avec une constance inébranlable, et le prix que je reçois aujourd'hui lui doit beaucoup. Qu'il me soit enfin permis de remercier les organisateurs de cette soirée et vous toutes et tous qui êtes venus ce soir. Je suis d'autant plus touchée et émue, je crois que ça se sent, de recevoir ce prix qu'il s'adresse à un sujet, le génocide des Tutsis au Rwanda, pour lequel les attendus intellectuels de la recherche scientifique ne peuvent se dissocier d'une réflexion éthique, notamment lors des séjours de travail au Rwanda, lorsqu'on travaille avec les acteurs directs du génocide. Je mène donc une recherche sur un système judiciaire particulier, celui qui est en charge de rendre justice d'un crime pour lequel qui dépasse précisément toutes les capacités du système de l'ordre judiciaire. Le génocide des Tutsis au Rwanda et des opposants Hutus à la logique meurtrière commis entre avril et juillet 1994 renvoie précisément à cette catégorie de crimes dont Hannah Arendt écrivait qu'on ne peut ni les juger ni les pardonner. Pourtant, les juridictions Gacaca au Rwanda tentent de prendre en charge cette offense radicalement mauvaise. Depuis le mois de mars 2005, plus d'1 million de dossiers ont été instruits et jugés par ces tribunaux populaires. Et ces juridictions portent un double témoignage. D'abord, celui du génocide lui-même. En effet, pendant les dizaines de milliers de procès qui ont eu lieu, se noue le récit laborieux à l'échelle locale du génocide. Pour la première fois depuis sa commission, donc depuis 1994, l'ensemble des acteurs, les victimes, les bourreaux et les témoins, se trouvent réunis pour tenter de reconstituer les mécanismes de son exécution. C'est donc un précieux travail d'établissement des faits qui engendre une masse d'archives inédites sur laquelle les générations d'historiens futurs pourront s'appuyer pour mener leurs travaux. Ensuite, les juridictions Gacaca portent également témoignage de la situation inédite que vit le Rwanda depuis 15 ans. Le défi auquel ces juridictions sont confrontées dépasse largement l'ordre judiciaire. Il s'agit de trouver, de manière toujours tâtonnante et imparfaite, les conditions de possibilité de création d'un lien social largement battu en brèche pendant le génocide. Et ce lien social ne recouvre pas une notion abstraite, mais bien des conditions de possibilité concrète du revivre ensemble. Et également la possibilité de mettre fin à une violence toujours latente. Il s'agit de restaurer un peu de cette confiance au monde et aux autres, simplement pour vivre. Sur les collines au Rwanda, le lien social signifie pouvoir cultiver son champ avec l'aide de ses voisins, trouver également de l'aide lorsqu'on est malade pour aller à l'hôpital, ou encore pouvoir veiller ses morts sans voir son mémorial dévasté par le bétail ou par un voisinage malveillant. Par leur forme même, en recourant à des juges non professionnels élus par la population, en exigeant la participation de l'ensemble des habitants des collines, les juridictions Gacaca rendent ainsi compte de la singularité majeure du génocide des Tutsis au Rwanda, à savoir son caractère d'effroyable proximité. Et les propos tenus devant les juges intègres encore aujourd'hui témoignent de la sidération née du meurtre entre proches, entre voisins, collègues de travail, coéquipiers de football, entre les prêtres et leurs ouailles, les médecins et leurs patients, les professeurs et leurs élèves, et même les membres d'une même famille. La rupture provoquée par le génocide exige une cautérisation à minima à laquelle s'attachent les juridictions Gacaca, notamment en désignant parmi la communauté ceux qui, en 1994, au péril de leur vie, ont décidé de sauver les Tutsis. Donc ces brèves remarques esquissées ici permettent de concevoir les enjeux éthiques liés au travail de recherche au Rwanda. Je voudrais vous faire part ici brièvement de deux expériences qui sont, à mon avis, révélatrices de la façon dont le chercheur est impliqué
dans l'histoire qu'il tente de comprendre et de décrire. Et ces expériences soulignent en outre la nécessité d'une fréquentation assidue du terrain. Le premier contact que j'établis avec les rescapés du génocide au Rwanda s'opère à travers la médiation du procès Gacaca. Je connais donc leur histoire à travers ce qui en est dit dans les procès. Je suis également témoin de leur fragilité psychique et physique, qui suscite souvent une réticence à leur proposer d'emblée un entretien. La pudeur et la politesse, notamment au Rwanda qui est très élaborée, exigent des visites régulières avant de solliciter un récit intime et douloureux. Ainsi, je me suis pendant longtemps interdit de demander à une rescapée de Shyorongi, l'un des endroits dans lesquels je travaille, de me raconter son histoire en entretien. Elle paraissait démolie par le génocide pendant les procès. Elle habite une petite maison en haut d'une colline, une petite maison délabrée, à côté d'un mémorial dans lequel reposent les restes de ses enfants et de son mari. Avec mon collègue qui assure la traduction, je me suis rendue plusieurs fois chez elle. Elle me raconte d'abord comment elle a été blessée pendant le génocide. Elle me montre les radiographies qu'elle a faites de son thorax. Elle me raconte ensuite les circonstances de la mort des siens. Et cette femme a une petite fille. Et ce n'est qu'à l'occasion d'une autre visite que je comprends que sa petite fille est née d'un viol, puisqu'elle a l'âge du génocide. Cet aveu du viol s'est fait dans le silence, simplement en demandant l'âge de l'enfant. Et ce jour-là, j'ai compris et j'ai vu ce que je n'avais pas voulu voir ou comprendre avant. Non seulement peut-être parce que mon regard était saturé de récits toujours plus difficiles, mais également parce que je n'aurais pas pu infliger à cette femme la souffrance d'une question aussi intime. L'appréhension de l'histoire du génocide dépend donc d'une subjectivité qu'il s'agit de prendre en compte et d'analyser, plutôt que de feindre de l'ignorer en prétextant une objectivité scientifique à toute épreuve. La seconde expérience, dont je souhaiterais vous faire part, montre les tensions entre la justice et la morale. Dans un procès, toujours à Shyorongi, dans la même région autour de Kigali, au Rwanda, une bande de 5 frères, dont Stéphane Doireau l'a évoqué tout à l'heure, est accusée d'avoir participé à un massacre de masse à Mukana. Il y a 4 des frères qui comparaissent, l'un étant mort pendant la guerre, entre guillemets, car c'est ainsi que les prévenus désignent le génocide. Un rescapé nous explique que c'est depuis la maison de ses frères accrochée à la colline, au point de vue imprenable sur le site du massacre, que les attaques ont été préparées. 3 de ces hommes sont en prison, l'un comparé libre. Les trois prisonniers semblent habillés de rose pour le restant de leur jour puisque leur appel a été rejeté. Mais dans leur appel, il n'y a pas une once de remords pour les actes qu'ils ont commis. Ils prétendent avoir avoué et avoir été injustement condamnés. Ils sont injustement condamnés pour avoir avoué qu'ils ont fracassé un enfant contre un arbre. Et pour eux, cet acte ne mérite pas de sanction, puisqu'ils l'ont avoué. Ils sont donc englués dans un égoïsme difficile à comprendre du point de vue moral, mais accessible lorsque l'on se place du point de vue tactique et rationnel. Ainsi, le système de prime à l'aveu institué par les autorités rwandaises dans le cadre du processus Gacaca empêche parfois une réelle prise de conscience de la gravité des faits auxquels les condamnés ont participé. Et c'est sans doute dans cette tension entre une exigence de justice et un impératif politique de revivre ensemble que se noue la difficulté majeure du processus de réconciliation nationale au Rwanda. Une tentative de réconciliation nationale également mise en péril par la difficulté à établir un consensus sur le passé. Difficulté redoublée si l'on songe à la force des discours négationnistes qui se déploient en Europe et en Occident de manière générale, discours négationnistes portés par quelques-uns des plus hauts responsables du génocide et qui trouvent des relais complaisants hors du Rwanda. Je vous remercie. Merci. Merci Hélène. Et pour sortir de mon rôle de meneur de jeu, je peux tout de même dire que certains des paysages qui sont évoqués par Hélène, je les ai côtoyés en même temps qu'elle, puisqu'elle nous a servi un peu de guide
au printemps dernier, justement au moment du 15e anniversaire de ce génocide, et cette figure en particulier de cette femme sur cette colline, je vois très bien de qui elle veut parler. Merci.